Des maths et bienvenue dans cet épisode un peu spécial sur le Pays de Galles. Un peu spécial puisque nous nous y sommes rendus avec Maël et avons donc filmé sur place. Le Pays de Galles est en face. Si. Wow. Le stress. Oui, c'est pas mal mais il y a un peu de vent. Et hop, un mouton. Alors je vous le mets tout de suite puisqu'il va forcément apparaître rapidement dans les commentaires. Pays de Galles indépendant! Voilà. Mais on va y revenir. Alors je vais découper cette vidéo en 4 parties. Géographie, où c'est que c'est le Pays de Galles. Histoire générale. Un long développement sur la révolte d'Owen Glendour. Et enfin, la culture galloise aujourd'hui. Petit point avant d'y aller, je ne parle pas gallois. Donc je vais forcément écorcher des noms de lieux et de personnages. Donc si vous êtes locuteur, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me reprendre. C'est également fait pour ça. Merci de votre compréhension. Maintenant, on peut y aller. Parce que tout le monde ne sait pas où il se situe, on va commencer par le commencement. Le Pays de Galles est une nation du Royaume-Uni située à l'ouest de l'île. Il a une seule frontière avec l'Angleterre et est entouré de la mer d'Irlande, ce qui lui fait plus de 1200 km de littoral. La zone la plus habitée est le sud du pays, principalement le long de la côte. Sa capitale, Cardiff, compte 315 000 habitants et c'est le centre politique où se trouve l'Assemblée galloise, le gouvernement gallois et le stade de rugby. Mais lorsque l'on s'enfonce dans les terres, comme on l'a fait en traversant le pays du sud au nord par le centre, on trouve beaucoup d'anciennes villes minières aujourd'hui assez pauvres. Le contraste avec le sud plus touristique et animé est assez frappant. D'environ 20 700 km², le pays est très montagneux, principalement au nord avec un point culminant à 1085 mètres, le mont Snowdonia, qu'on a tenté de gravir avec difficulté. Je comprends pas, pourtant ça fait que 3 fois et demi les monts d'Arrée. Il y a du vent, ça bouge. Lui arrive. Et voilà, on est au sommet. Sacré point de vue. Non, on n'est pas au sommet encore. On n'y arrivera jamais. Bon bah on arrête là, on est arrivé au bout du sentier. Et les conditions sont assez merdiques. Du coup, on redescend. Voilà. C'est bien, hein. C'est génial, une pluie accueillante, d'événements adaptés, de la bonne humeur, des heures de marche dans la montagne, les pieds trempés, c'est génial. On n'est pas du tout mouillé. Merci, au revoir. Il ne faut pas improviser la rando en montagne. Vraiment, c'est important. Passons maintenant à l'histoire mouvementée de ce pays. Lorsque les Romains entreprennent la conquête de l'île de Bretagne, le Pays de Galles est divisé entre 3 peuples bretons. Il y a les Ordovis au nord, les Démètes au centre, et enfin les plus puissants au sud, les Silures. L'Empire a du mal à s'imposer et ils mettront une trentaine d'années à y parvenir. Notamment face au chef silure Caradog qui mènera une résistance acharnée. Finalement vaincu et amené à Rome en 51, il déclara, en voyant toutes les richesses de Rome, « Comment osez-vous, vous qui possédez tant de luxe, convoiter nos pauvres tentes ?» Ouais, enfin c'est une image, Ils ne vivaient pas vraiment dans des tentes. Par la suite, les Romains s'installeront dans la région en ayant régulièrement des rébellions sur le dos. Par exemple, lorsqu'ils massacreront les druides réunis sur l'île d'Anglesey, au nord-ouest du pays, ce qui aura pour effet d'énerver un peu tout le monde. Ils quitteront l'île en 410, non sans avoir organisé la première migration de Bretons vers l'Armorique. Et par breton, j'entends bien sûr les habitants de Bretagne, donc gallois inclus.
puisqu'à l'époque ils se considéraient tous bretons, il n'y avait pas encore de différence avec les Gallois. Donc, suite au départ de l'Empire romain, les Bretons gallois s'organiseront en petits royaumes. Ils tenteront de s'unir de temps à autre sous l'égide de chefs de guerre pour faire face aux Saxons, Jutes et autres Germains fraîchement débarqués. En 844, le roi Rodri le Grand unifie tous ses royaumes dans ce qui correspond presque au pays de Galles d'aujourd'hui. Mais son règne se fait dans la difficulté face à ses voisins merciens et scandinaves. Il meurt en 878 et ses fils divisent le royaume en 3 royaumes distincts. En 920, le petit-fils de Rodri, Hywel le Bon, réussit à recréer le royaume de son grand-père et à unifier le pays. Il frappe sa monnaie, prend le titre de roi et codifie le droit gallois dans un manuscrit connu sous le nom des lois d'Hywel. Mais à sa mort, le royaume est une nouvelle fois divisé en 3. Il faut attendre 1055 pour que le royaume soit de nouveau réunifié, et cette fois avec les frontières exactes d'aujourd'hui. C'est le roi Griffith ap Llywelyn, Griffith fils de Llywelyn. Ouais, je réutilise le même enregistrement, c'est plus simple, je l'ai réussi une fois, je le garde. Un descendant de Rodri le Grand qui unifie tout ce beau monde. Menant régulièrement des raids de l'autre côté de la frontière, il rentrera en conflit avec le roi saxon Harold Godwinson. C'est le fameux Harold qui perdra contre Guillaume le Conquérant. Bah suivez aussi. Mais Llywelyn est assassiné par ses hommes et le royaume est à nouveau divisé. Puis arrive Guillaume le Bâtard, nouvellement le Conquérant après sa victoire sur Harold. Rapidement, il décide de soumettre les Gallois et d'unifier toute l'île sous son règne. Il crée dans un premier temps les marches galloises afin de contenir les téméraires gallois, avant d'attaquer sérieusement les différents royaumes. En 1093, il semble avoir réussi à maîtriser l'intégralité du territoire. Sauf que ça va pas durer longtemps. Puisque la même année, Griffith ap Cynan, le roi de Gwynedd, un des plus puissants royaumes gallois, s'échappe de prison. Il réunit des hommes et reprend le combat. En s'alliant avec le roi de Norvège, Magnus III, il arrive à repousser les Normands. En 1114, le plus jeune fils de Guillaume, Henri Ier, revient avec une armée et Griffith accepte de lui prêter hommage, stabilisant ainsi son pouvoir. Mais en 1136, sa fille est tuée par une attaque normande et Griffith reprend les hostilités. Il organise une campagne menée par ses fils et réussit à conquérir des territoires à l'est. Mais l'expansion galloise s'arrête là puisqu'il meurt de vieillesse l'année suivante en 1137. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément d'unité galloise. Régulièrement, des rois gallois vont se rallier aux Normands en fonction des intérêts du moment, et pour emmerder leurs voisins. Et donc par la suite, le pays va alterner entre rébellion, défaite, victoire, soulèvement, jusqu'au roi anglais Édouard Ier. En effet, en 1276, le roi gallois Llywelyn le dernier entre en conflit ouvert après avoir refusé de rendre hommage à Édouard. Ce dernier rentre dans le pays à la tête de 15 000 hommes et Llywelyn, peu soutenu, préfère se rendre. Son territoire est considérablement réduit, mais Édouard lui laisse son titre de prince de Galles et met en place le droit anglais. Ce qui ne va pas plaire aux Gallois, évidemment, et notamment à Dafydd ap Griffith, le frère de Llywelyn. En 1282, la guerre éclate et se solde un an plus tard par la défaite des Gallois. Llywelyn le dernier trouve la mort lors de la bataille d'Orowin Bridge et son frère est exécuté. Plusieurs révoltes éclateront durant les années suivantes, menées notamment par un de leurs cousins, mais il sera vaincu et passera le restant de ses jours emprisonné à Londres. C'en est fini de l'indépendance galloise. La principauté de Galles est unie au royaume anglais, le droit anglais y fait loi, et le fils d'Édouard, sobrement nommé Édouard II, héritera du titre de prince de Galles. Tradition qui perdure toujours. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer des images du château de Caerphilly. Un des châteaux qui fut assiégé pendant toutes ces révoltes, et notamment par Madog, le cousin des deux autres, qui a fini emprisonné. C'est un peu bourré là-dedans. Effectivement, les couleurs qu'on peut voir sur les meubles, il y avait beaucoup d'utilisation des couleurs au Moyen-Âge. Un air de dragon. Et cette tour est appelée la tour de Pise galloise.
de par son penchant à tomber par terre. Sais-tu. Plusieurs révoltes éclateront tout au long du XIVe siècle, mais elles ne dureront jamais bien longtemps et seront réprimandées avec violence. Mais en 1400, une dernière tentative de recouvrer l'indépendance fait trembler le pouvoir anglais. Et elle fut menée par le dernier prince de Galles, Owen Glendour. Ça s'écrit comme ça. Owen vient de la petite noblesse galloise. Descendant des princes des royaumes de Deheubarth et de Powys, il étudie le droit à Londres dans sa jeunesse. Il devient écuyer de Richard II, le roi anglais et porteur du titre de prince de Galles, et participe à ses côtés à la campagne contre les Écossais. Puis il passe 10 années à s'occuper de ses affaires chez lui. Mais en 1399, Richard II est renversé par Henri IV, qui fait probablement exécuter son prédécesseur. Sauf que les Gallois et Owen soutiennent Richard. Donc ils commencent à manifester leur mécontentement. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres et embraser le pays commence par une querelle de voisinage. En effet, les terres voisines de celles d'Owen sont sous la possession du baron Reginald Grey de Ruthin, un Anglais profondément anti-gallois. Owen rentre en conflit avec lui au sujet des limites de propriété et demande au Parlement de régler la question. Il obtient gain de cause, mais Reginald est pote avec le nouveau roi Henri IV, qui va revenir sur l'affaire et débouter Owen. Mais Reginald ne va pas s'arrêter là. Non, non, non. Alors que le nouveau roi part faire campagne contre les Écossais, il convoque tous ses vassaux, y compris les Gallois. Mais Reginald va faire en sorte que la convocation n'arrive jamais chez Owen. Ce dernier, alors dans l'obligation de fournir des troupes, ne fait rien et est donc rapidement déclaré coupable de trahison. Ces terres sont confisquées et, d'après vous, qui le roi a charge de s'en occuper? Reginald, bien sûr, bonne réponse. Sauf que là, c'en est trop et à l'été 1400, Owen décide de passer à l'attaque. Mais littéralement, hein. Fini le parlement, la justice, tout ça. Maintenant, on passe à l'attaque. Il réunit ses troupes et ravage les terres de Reginald. Il n'en faut pas plus pour embraser la région et il est très vite rejoint par d'autres nobles gallois. Ils se mettent à attaquer les seigneurs anglais présents dans le nord-est du pays et vont de victoire en victoire. Le 16 septembre 1400, Owen est proclamé prince de Galles par ses hommes. Il est soutenu par ses cousins, la puissante famille des Tudors, famille galloise originaire d'Anglesey, qui, 80 ans plus tard, montera sur le trône anglais. Owen entreprend une guerre de guérilla, soldée de succès. Fin septembre, il a pris ou détruit une dizaine de places fortes. Henri, en route vers l'Écosse, fait alors demi-tour pour venir au pays de Galles avec son armée. Mi-octobre, harcelé par la guérilla galloise, il est contraint de se replier. En 1401, le pays de Galles entier s'est embrasé. Au mois de juin, Owen gagne la bataille de Mini-Digen. Bref, il la gagne avec seulement 400 hommes contre 1500. Ce qui pousse Henri IV à intervenir plus sérieusement. Rentrant à l'intérieur du pays, il exécute les religieux qui soutiennent Owen. Mais ce dernier ne cesse de le harceler, refusant la bataille rangée, et les conditions climatiques déplorables poussent Henri à battre en retraite. Le Parlement anglais promulgue alors une succession de lois anti-galloises, parmi lesquelles, entre autres, une interdiction d'acheter des terres en Angleterre, une interdiction de porter des armes, de posséder un château, de poursuivre un Anglais en justice, ou encore de se réunir en assemblée. Bon, évidemment, ces mesures ne vont pas du tout atténuer la révolte. En 1402, Owen capture Reginald, son ancien voisin. Il le garde prisonnier pendant 1 an en exigeant une très forte rançon, ce qui va ruiner la famille de Grey. De plus, il le fait jurer de ne plus s'occuper de ce qui se passe au pays de Galles. Promesse que Reginald tiendra et on n'entendra plus parler de lui pendant ce conflit. Fort de son aura, Owen reçoit le soutien de partisans anglais de l'ancien roi Richard II, puis du roi de France qui est prêt à lui envoyer des troupes, et enfin du duc de Bretagne qui affrètera des navires pour piller les côtes anglaises en gage de soutien. En 1404, Owen s'empare du château de Harlair, où il décide d'établir sa cour. Strier i een diri. Bazen.
La même année, il tient son premier parlement à Marienlyst. J'arriverai pas à celui-là. En tout cas, on a pu le visiter. C'est là qu'il est officiellement couronné prince de Galles par l'Assemblée galloise. Il annonce le retour au droit gallois, une église galloise autonome et la création de 2 universités galloises. Le peu d'anglais restant au pays passe des accords avec la nouvelle autorité galloise et tout cela semble plutôt bien s'annoncer. C'est la même année qu'il signe un traité avec le royaume de France qui le soutient dorénavant officiellement, tandis que les Bretons et les Écossais le soutiennent officieusement. Pour ne pas non plus trop mettre le bordel dans leur diplomatie internationale. C'est un jeu toujours un peu tendu. Mais à cette époque-là, la Bretagne était experte là-dedans. Des navires écossais pillent les occupations anglaises au nord du pays, tandis que les Bretons infligent une défaite à la flotte anglaise dans la Manche avant de piller le sud du pays. On a là l'une des rares alliances de plusieurs pays dits celtes dans l'histoire. Owen est bien rentré en négociation avec certains barons irlandais, mais ces derniers ont décidé de ne pas intervenir. Tu veux dire l'Irlande? Oui, c'est mon île. On a compris. En 1405, plus de 2800 chevaliers et soldats du royaume de France et du duché de Bretagne, menés par le breton Jean de Rieux, débarquent à l'ouest du pays de Galles. S'associant à l'armée galloise, ils prennent des places fortes avant de se diriger vers l'Angleterre. Henri établit son armée à côté de Worcester et bientôt les 2 armées se font face. Il s'agit de l'étrange confrontation de Woodbury Hill. Étrange car chaque jour les 2 armées se préparent au combat, se mettent en place l'une en face de l'autre, mais sans jamais engager le combat. Au bout de 8 jours, les 2 armées battent en retraite et les Gallois rentrent au pays sans que les Anglais ne les poursuivent. L'armée franco-bretonne est dissoute et chacun rentre chez soi. Et après cet étrange événement, c'est le début de la fin pour la révolte galloise. En 1406, Henri IV fait savoir qu'il s'engagera dorénavant dans une guerre totale. Lors d'une bataille, un des frères d'Owen est tué et son fils est capturé. Il mourra à la Tour de Londres plus tard. Le roi fait également décapiter 300 prisonniers devant le siège d'un château, histoire de bien intimider les Gallois. Il fait revenir des troupes stationnées en Irlande pour faire pression de part et d'autre du pays de Galles. Il arrive à reprendre l'avantage en mer, bloquant l'arrivage d'armes des soutiens gallois. Soutiens qui s'éloignent progressivement ayant des affaires internes à régler. La répression envers les Gallois commence à porter ses fruits. À partir de 1407, des nobles et des groupes d'hommes viennent spontanément vers les Anglais pour se rendre. Owen tente de retrouver le soutien français, écossais et breton, mais plus personne n'a les moyens ou la volonté de lui apporter de l'aide. Et voyant le vent tourner, il préfère probablement ne pas prendre trop de risques, soyons honnêtes. En 1409, le château d'Arlers est pris par les Anglais, qui capturent au passage la femme et 2 filles du prince de Galles. Elles mourront à la Tour de Londres. Malgré tout, Owen continue tant bien que mal sa guerre de guérilla, de plus en plus isolée. En 1410, il tente un raid avec ses derniers soutiens, ses plus proches hommes. Le raid tourne mal et une grande partie est capturée. Ses meilleurs capitaines sont écartelés ou décapités, leurs membres exposés aux 4 coins du pays. En 1412, Owen réussit à capturer Dafydd Gam, un des plus proches soutiens gallois du roi anglais. Il le libère contre rançon afin de renflouer les caisses de sa guérilla. Il s'agit de la dernière fois qu'Owen est aperçu vivant par ses ennemis. Mais il reste encore actif, se cachant dans la région de Snowdonia, les montagnes galloises. Les fameuses montagnes galloises. En 1413, Henri IV meurt et son fils Henri V devient roi. Ce dernier offre des pardons royaux aux Gallois encore récalcitrants, ce qui laisse Owen quasiment seul. En 1415, le roi anglais offre le pardon royal à Owen Glendour, négociant avec un de ses fils, puisque le prince de Galles ne prend pas le risque de se montrer. Mais Owen et son fils refusent le pardon royal. Il s'agit de la dernière fois que l'on entendit parler d'Owen Glendour, dernier prince de Galles et leader de la guerre d'indépendance galloise. Son fils finira par accepter le pardon royal en 1421, ce qui signifie qu'Owen était probablement mort quelque part dans les montagnes. Par la suite, le contrôle anglais est total sur ce pays ruiné par la guerre. Beaucoup de places fortes sont en ruine, les fermes laissées à l'abandon, les grandes familles galloises disparues. Les lois anti-galloises ont toujours cours, en plus sévères. Il est par exemple interdit à un Gallois de se marier avec une Anglaise, ni d'avoir des fonctions proches de la couronne anglaise. Ces lois seront adoucies en 1500 sous le règne du roi Henri VII, plus connu sous le nom d'Henri Tudor, issu d'une vieille famille galloise.
En 1536, son fils Henri VIII proclame l'acte d'union qui annexe définitivement le Pays de Galles à l'Angleterre. Les Gallois ont dorénavant les mêmes droits que les Anglais, si ce n'est que leur langue est bannie des documents officiels et que ce qui pouvait encore subsister de leur système juridique est aboli. Par la suite, il n'y eut pas de trouble lors de la Réforme au milieu du XVIe siècle, les Gallois acceptant le protestantisme sans difficulté. La langue et la culture galloise, cependant, tombèrent dans le déclin et survit essentiellement dans les affaires religieuses. À partir du XIXe siècle, la découverte de mines de houille dans le sud, plus communément appelé charbon, propulsa l'économie du pays dans une période prospère. Il devient même l'un des premiers producteurs de charbon mondial. Le Pays de Galles produisait un tiers du charbon mondial en 1913. Un travail extrêmement difficile aux conditions particulièrement rudes. Nous n'avons pas pu filmer dans les mines, aussi je vous propose cette magnifique photo. Merci. Cette industrie s'éteignit tout au long du XXe siècle, laissant derrière elle d'anciennes villes industrielles assez pauvres et des mines abandonnées. De la Renaissance à l'ère moderne, le Pays de Galles est pleinement intégré à l'Angleterre, et son histoire ne fait donc qu'une avec celle de son ancien voisin. Mais l'histoire est toujours en mouvement, et ce pays n'a pas dit son dernier mot. Comme pour la Bretagne, une renaissance de la culture et de la langue galloise s'initia vers le milieu du XIXe siècle. L'hymne national non officiel, le traduire par le vieux pays de mes ancêtres, et dont en Bretagne on a repris l'air pour notre propre hymne, est composé en 1856. Des livres sont écrits en gallois et une certaine fierté nationale semble renaître. Je rappelle que la langue galloise est une langue de la famille des langues celtiques et de la branche brittonique, comme le cornique et le breton. On retrouve certains mots ou constructions avec la langue bretonne, mais à l'écrit, ça n'a plus grand chose à voir. En 1819, l'Echtefeld est remis au goût du jour, et un Echtefeld national est organisé chaque année depuis. L'Echtefeld est à la base un festival de poésie et de musique dont le premier semble remonter à 1176. Il s'agit ni plus ni moins que de la continuité de la tradition des bardes. Petit à petit, la tradition se perd au Moyen-Âge et le dernier semble être donné en 1567. Aujourd'hui, c'est un festival très populaire où tout le monde parle gallois et où on trouve des concours de diction, de lecture et de poésie. On y décerne des prix littéraires pour les œuvres en langue galloise et le tout est retransmis sur la chaîne nationale. Car oui, depuis 1993, la langue galloise est officielle et tout est bilingue. Enfin, presque tout. Les documents administratifs, la signalisation et les médias. L'étude du gallois comme deuxième langue est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Autant dire que la langue se porte bien et qu'il est aisé de trouver des locuteurs. Politiquement, le Pays de Galles est toujours une principauté, dont le titre revient au fils aîné de la famille royale. Mais depuis 1999, le pays dispose d'une autonomie, puisqu'il possède une assemblée nationale et un gouvernement avec un premier ministre. Ils sont reconnus en tant que nation et peuvent donc gérer la politique intérieure en accord avec les besoins du pays. Ce qui est plutôt pratique, n'est-ce pas? Quant à la question du début, à savoir Pays de Galles indépendant, eh bien on a pu le voir qu'il le fut à travers de son histoire compliquée, et aujourd'hui il y a approximativement 10% de la population favorable à l'indépendance. Mais bien plus à un accroissement du pouvoir local. Une forte autonomie quoi. Toujours est-il que c'est un pays fascinant avec une histoire et une culture forte qui a su s'adapter pour survivre et ce malgré toutes les difficultés à laquelle il a dû faire face. Et ça, c'est un bel exemple. Sais-tu avec dar fichedonnement et j'espère sincèrement que vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette longue vidéo. Honnêtement, je savais pas trop comment construire cette vidéo ayant énormément de choses à dire. Tiens, il pleut, on se croirait au Pays de Galles. Donc c'est normal si je n'ai pas parlé de telle ou telle chose, hein. J'ai dû faire des choix forcément. Pour bien faire, il faudrait faire une chaîne YouTube entièrement sur le Pays de Galles, mais j'ai déjà suffisamment de travail avec la Bretagne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux sociaux, voilà, un peu partout, à commenter en dessous, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous êtes anglais. Et sinon, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Comme ça, je pourrais me rendre dans les autres pays celtes pour vous les présenter. Bah ça va, il y en a que 6. En enlevant la Bretagne et le Pays de Galles, il reste plus que 4. Ça va, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis, Trugaré à Kenavo.